Donc on va parler ce soir d'humanisme et à travers un auteur, c'est la règle du jeu de consacrer cette séance à un auteur, donc Michel Foucault, et pas l'auteur, cet auteur en général, mais un texte, Les mots et les choses, un texte de 1966 qui a eu un succès considérable à l'époque. Je vérifiais tout à l'heure les chiffres de vente, 20 000 exemplaires la première année, ce qui est énorme pour un livre de philosophie en général, et ce qui est encore plus énorme quand on lit le livre, qui est très difficile, qui n'a rien d'un livre grand public. C'est étonnant, c'est très étonnant, et peut-être est-ce dû justement au fait que ce qui a été lu de ce texte, qui par ailleurs est très érudit, très savant, eh bien c'est la dernière page que vous avez sous les yeux, et que je vais évidemment commenter tout à l'heure. Je me contente de le signaler, cette dernière page qui annonce la mort de l'homme. Qui annonce la mort de l'homme et qui annonce aussi, qui signale et qui conclut donc en disant que l'homme est une invention récente, à peine 2 siècles, nous sommes proches de sa mort, et dans le ton employé, Foucault n'a pas l'air de beaucoup le regretter. Et il le dit d'ailleurs dans d'autres textes, bon débarras. Voilà l'objet du cours d'aujourd'hui. On va essayer de comprendre ce que ça peut vouloir dire de se débarrasser de l'homme et donc de se débarrasser de l'humanisme en tant que courant philosophique ou mouvement philosophique ayant voulu mettre l'être humain au centre de la réflexion. Alors, évidemment, vous vous en doutez, je n'ai pas du tout l'intention ici de contester l'humanisme concret, comportemental, qui consisterait à prendre soin de l'être humain, à se soucier de la justice sociale ou à se soucier du bien-être des êtres humains. Aucun des philosophes dont il sera question aujourd'hui ne prône un anti-humanisme pratique. Donc n'ayez crainte, je ne vais pas plaider pour un quelconque anti-humanisme pratique, mais, et ça sera évidemment ce qu'on va essayer de comprendre, tous ces philosophes, à commencer par Foucault, mais c'est le cas des autres penseurs que je signalerai au passage, ont bien l'intention de montrer que l'humanisme, si l'on entend par là une doctrine théorique, est une doctrine nocive, y compris pour l'humanisme pratique. Donc il y a bien l'idée qu'au nom de la justice due aux êtres humains, il faut combattre le concept d'homme. Et c'est ça qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui. Ça n'est pas simple. Ça n'est pas simple parce que déconstruire le concept d'homme, ou montrer pourquoi historiquement c'est une invention récente, ce que fait singulièrement Foucault, eh bien c'est une affaire compliquée et il faut rentrer dans les textes. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est à la fois lire les mots et les choses, je vais vous en proposer un parcours en insistant sur toute la dernière partie où il est directement question de ce concept d'homme et de la destruction de l'humanisme, mais on va aussi faire un peu d'histoire culturelle, puisque ce mot d'ordre, mort de l'homme, est quelque chose qui a réuni toute une génération de philosophes et de penseurs à la fin des années 60. Et donc on va baigner dans ce milieu intellectuel où on va voir à la fois l'existentialisme finissant de Sartre, mai 68 évidemment, le structuralisme, Barthes, Foucault évidemment, Derrida, Lyotard, Deleuze, tous ces penseurs qui dans ces années-là vont se retrouver autour de ce mot d'ordre, mort de l'homme, mort aussi en passant, toutes ces figures-là vont tomber en même temps, mort de l'auteur, mort du sujet. Donc il va se passer quelque chose de tout à fait singulier, et donc je vais tenter aujourd'hui à la fois de lire les textes avec vous, de comprendre et de vous présenter, puisque évidemment j'imagine que tout le monde n'a pas lu les mots et les choses, et c'est bien normal, ce texte, et aussi de faire un peu d'histoire culturelle finalement. Qu'est-ce qui s'est passé pour que pendant une bonne vingtaine d'années, cette question de l'humanisme soit au centre du débat. Même si, évidemment, ce n'est plus tout à fait une question d'aujourd'hui, et on essaiera de comprendre aussi pourquoi ce n'est plus quelque chose qui est dans le débat contemporain. Voilà pour le cadre général. Donc Foucault, comme je viens de le dire, comme bon nombre de ses contemporains, a été qualifié de penseur anti-humaniste. L'étiquetage d'anti-humanisme provient d'un ouvrage dont je dirai tout à l'heure le plus grand mal, de Luc Ferry
que vous connaissez peut-être, et d'Alain Renaud, que vous connaissez peut-être aussi, bien qu'il soit moins connu, qui s'appelle La pensée 68, et qui est un ouvrage qui a voulu englober toute une génération de penseurs qui, par ailleurs, sont très différents, sous cette étiquette d'anti-humanisme. Alors, après tout, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Il y a bien quelque chose comme un anti-humanisme théorique, hein, mais évidemment, vu que le terme est un peu insultant, l'effet recherché n'était pas du tout de comprendre de quoi il s'agit, mais bien de disqualifier toute une génération de penseurs. Donc on va essayer de comprendre ce qui, dans cet étiquetage, pourrait éventuellement être valable, hein, tout en cherchant, et c'est vraiment l'objectif que je cherche aujourd'hui, à montrer pourquoi la disqualification de l'humanisme théorique est un moyen d'être authentiquement humaniste, comme quelqu'un comme Lévi-Strauss va le dire de façon très nette. Voilà ce qu'on va faire. Je vais procéder en 3 temps. On va d'abord voir comment est apparu ce qu'on a appelé, hein, après la querelle de l'humanisme, à peu près entre le début des années 60, où il est question directement, pas dans les milieux philosophiques de cette question de l'homme, jusqu'à l'ouvrage de Luc Ferry et Alain Renaud en 1986. Ça sera mon premier temps. On va essayer de voir comment cette querelle de l'humanisme va se déployer au sein de ce qui est le principal courant philosophique et intellectuel des années 60, à savoir le structuralisme. Et je parlerai donc un peu, parce que c'est très important, du premier texte que vous avez sous les yeux, qui est un texte de Lévi-Strauss dans La pensée sauvage, un texte de 1962. Et enfin, dans un troisième temps, je vous proposerai un parcours des mots et les choses pour qu'on aboutisse à ce fameux texte de la disparition de la mort de l'homme. Et on verra comment on peut comprendre cette mort et pourquoi on peut éventuellement ne pas la déplorer. La mort de l'homme, évidemment, comme concept. Voilà, n'hésitez pas à m'interrompre en cours de route, je ne sais pas quelle est la règle du jeu, si c'est tout à la fin ou au milieu. Voilà, enfin, si c'est pas clair, interrompez-moi tout de suite. Alors, d'abord, le cadre philosophique. Qu'est-ce qui se passe en fin des années 50, début des années 60, pour qu'on se mette à se poser la question, l'humanisme est-il une bonne chose? L'homme existe-t-il? Alors il y a différents événements à proprement parler philosophiques qui occupent ces années-là. On est, dans les années 50, dans l'existentialisme triomphant. Vous savez que Sartre a déclaré ouvertement que l'existentialisme était un humanisme et qu'il s'est appuyé pour ce faire sur une lecture de la phénoménologie de Husserl et d'Heidegger. Je ne vais pas ici refaire un cours de phénoménologie de Husserl et d'Heidegger, mais simplement pour vous signaler que Sartre va appuyer son humanisme-existentialisme sur une lecture d'auteurs, Husserl et Heidegger, qui n'avaient pas du tout l'intention d'être humanistes et qui considéraient, c'est le point central, qu'il y avait là une forme de contresens à transformer en humanisme, c'est-à-dire en une forme d'idéologie morale et politique, une philosophie qui avait une fonction ontologique, c'est-à-dire qui avait pour projet de réfléchir à rien moins que l'être, et l'être essentiel des choses. Donc Heidegger, lisant Sartre, est furieux, littéralement furieux, et il écrit cette lettre sur l'humanisme, qui est un des textes les plus lus de Heidegger, pas franchement son meilleur, hein, c'est un texte polémique qui n'a pas grande valeur philosophique, de la même façon d'ailleurs que l'existentialisme est un humanisme, n'est pas un texte qui a une grande valeur philosophique, c'est un texte de circonstance, que Sartre lui-même a d'ailleurs un peu regretté en quelque sorte. Hein. Donc Heidegger répond à Sartre en disant l'humanisme c'est un obstacle épistémologique. C'est-à-dire que c'est une façon de poser les problèmes philosophiques qui nous empêche de répondre à la véritable question que doit se poser un philosophe, à savoir la question de l'être. Qu'est-ce qui fait, alors je serai obligé d'employer des termes un peu techniques ici, hein, mais qu'est-ce qui fait l'être essentiel de ce qui est? Non pas un être transcendant, une idée ou quelque chose comme ça, même pas l'en soi ou des choses comme ça, non, qu'est-ce qui fait la texture
j'emploie ce mot, des choses qui sont. Vous, moi, cette table, ce livre. Qu'est-ce qui fait que ces choses-là sont? Et Heidegger, c'est là le sens de tout son projet, a l'intention de montrer que pour comprendre l'être, il faut analyser la façon dont existe, dont vit cet être particulier qu'est l'être humain, et qu'il appelle, en allemand, Dasein. Dasein, ça veut dire existant, être là. Ça veut pas, en allemand, c'est un mot tout à fait courant. Hein. En français, il n'y a rien qui correspond. Donc on a pris l'habitude, depuis pas mal d'années maintenant, de ne pas traduire. Hein. Et on appelle ça le Dasein. Alors, sans rentrer dans un résumé des traitants, qui est un livre un peu compliqué, je pense qu'il est assez simple de comprendre ce que dit Heidegger en retenant simplement cette idée. Ce qui compte, c'est l'expérience que ma conscience fait des choses. Ce n'est pas que je sois un être humain, avec des qualités, une anthropologie particulière, une nature éventuelle, une morale, une politique, une idéologie, une histoire. Donc vous avez un philosophe qui va approcher, si vous voulez, l'être humain, puisque c'est bien de l'être humain dont il s'agit, mais en mettant complètement de côté toute la charge que le mot être humain a généralement comme valeur, comme porteur d'un idéal ou d'une connotation, vous le voyez, naturaliste. Il y aurait quelque chose comme une nature humaine, ou théologique, l'être humain comme création de Dieu. Donc il va vouloir neutraliser tout cet aspect-là pour prendre les choses tout à fait à plat. Il y a cet animal singulier qu'on va appeler être humain parce qu'on n'a pas d'autre terme. Hein. Bon, voilà. Il a un mode de vie particulier. Et bien dans ce mode de vie, cet être-là est en rapport avec les choses. Et c'est en essayant d'analyser la façon dont il est en rapport avec les choses qu'on va pouvoir comprendre ce qu'est l'être. Donc voilà, je pense que ce n'est pas la peine que j'en dise plus. Je reviendrai l'année prochaine si vous voulez parler d'Heidegger. Je ne sais pas si ça suscitera l'enthousiasme des foules. Hein. C'est un auteur très très difficile, mais bon, à mon avis tout à fait passionnant. Mais en tout cas, ce que dit Heidegger, c'est que l'humanisme, la nature humaine, ce n'est pas un sujet. En tout cas, pas un sujet pour philosophe. C'est un sujet pour théologien, pour moraliste, pour politicien éventuellement, mais ça ne correspond à rien de concret pour un philosophe. Et il sera évidemment très furieux. Parfois, l'histoire des idées, c'est assez curieux. Hein. Il se trouve que les premiers traducteurs d'Heidegger, en voyant Dasein, ils ne savaient pas comment rendre ça en français. Ils ont dit réalité humaine. Donc, contresens énorme. Hein. Heidegger, quand il a vu la traduction, il s'est dit c'est fichu en quelque sorte. Hein. On ne me comprendra pas en France. Et il a fallu que les heideggeriens bataillent pour dire non, c'est une très mauvaise traduction, il faut retraduire et il faut essayer de penser les choses différemment. Bon, c'est des conflits qui ne sont peut-être pas essentiels à la destinée de l'histoire humaine, mais je pense que c'est quand même important de voir ce qui s'est passé à ce moment-là. Donc, suite à ce texte-là, on a, sous cette impulsion heideggerienne, tout un débat qui apparaît, donc à la fin, au début des années 60, et qui va concerner prioritairement Foucault et Lévi-Strauss, et secondairement quelqu'un comme Derrida qui aura son mot à dire là-dessus aussi. Alors un deuxième point que je voudrais signaler, c'est au fond, très rapidement évidemment, ce débat sur l'humanisme a tourné un peu au vinaigre, hein, entre ceux qui accusaient Foucault, Lévi-Strauss d'être anti-humanistes, en affirmant quelque chose qui est tout à fait faux, et qu'on retrouve encore chez Luc Ferry et Alain Renaud, qui est de dire que cet anti-humanisme théorique serait, au fond, une sorte de critique fondamentale de l'esprit des Lumières. Et qu'on aurait une philosophie fondamentalement réactionnaire, avec ce double étiquetage, anti-humanisme, anti-lumière. Alors d'abord, Foucault, dans un texte qui s'appelle « Qu'est-ce que les Lumières ?», montre ça de façon très, très, très juste. Il est un peu réducteur d'assimiler les Lumières, l'esprit des Lumières, à un humanisme. Je ne suis pas sûr que les Lumières soient un humanisme en soi. La motivation des Lumières peut être à la fois une forme de rationalisme, mais aussi d'ailleurs une forme de sensualisme ou d'empirisme. Il y a de multiples éléments qui constituent les Lumières, l'esprit des Lumières au XVIIIe siècle.
humanisme n'est peut-être pas vraiment le bon terme, ne serait-ce que pour des questions de précision historique. Mais ce qui est très, très important, c'est qu'il faut bien comprendre, et ce que j'ai signalé d'emblée, hein, que l'anti-humanisme n'est pas du tout une forme d'anti-rationalisme ou quelque chose qui serait opposé à l'idée d'émancipation humaine. L'anti-humanisme, si on considère qu'on accepte et qu'on revendique l'étiquetage, est une forme de rationalisme qui va pousser la critique rationnelle jusqu'à contester la validité de ce concept d'homme. Donc ces courants qui, dans les années 60 en France, vont plus ou moins se revendiquer comme anti-humanisme, se revendiquent tout à fait comme rationalistes. Il s'agit au fond de critiquer cette figure qu'est la nature humaine, mais tout à fait de la même façon, d'une certaine manière, que Descartes a pu critiquer un certain nombre d'opinions fausses, que Kant a pu critiquer les prétentions de la raison, ou que Nietzsche a pu critiquer la morale, la religion, l'idée de vérité, etc. Donc on est dans une filiation rationaliste. Il s'agit de ne pas prendre pour argent comptant les concepts qu'on nous présente et de se méfier. Philosophie du soupçon, dirait-on. Hein. Donc quelque chose qui est extrêmement classique en philosophie. Hein. Donc critiquer l'homme ici, c'est vraiment, évidemment, ne pas critiquer l'homme comme animal, ou comme être, ou comme personne, mais se demander, qu'en est-il de la consistance de ce concept? Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que c'est vraiment un concept indispensable pour comprendre les choses? Et un philosophe qui est très intéressant sur ce point, qui s'appelle Dominique Janicot, résumant cette querelle de l'humanisme, dit quelque chose qui me paraît très juste, je vous le cite, à propos de Lévi-Strauss et de Foucault, il dit ceci. L'un et l'autre vont se défendre de tout anti-humanisme pratique, en posant une distinction nette entre une méthode théorique qui dissout l'homme comme objet épistémologique et une pensée philosophique qui le réintroduit comme unité, valeur, sensibilité. La dissolution du concept d'homme ne peut donc être pensée comme un anti-humanisme politique ou moral. Elle s'appuie sur le fait que ce concept a été inopérant dans la formation d'une anthropologie ou qu'il n'est qu'une possibilité historique contingente. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est un assez bon résumé d'ailleurs de ce que je veux vous dire aujourd'hui. C'est que quand on dit anti-humanisme épistémologique ou théorique, il s'agit donc de la déconstruction du concept, ça n'implique, non seulement ça n'implique pas un anti-humanisme pratique, mais ça permet de réintroduire l'idée d'humanité autrement, notamment comme valeur. Et c'est très significatif que chez Foucault, qui écrit cet ouvrage Les mots et les choses en 1966, très vite, juste après, il le dit, il y a eu mai 68. À partir de mai 68, dit Foucault, je me suis lancé dans un travail sur le pouvoir, je me suis lancé dans le travail qui va aboutir à surveiller et punir, je me suis lancé dans un travail de militant pour la défense des droits des prisonniers, donc tout ce qui correspond à un engagement humaniste pratique. Et c'est pas simplement qu'il a changé, il a évidemment pas changé d'avis, et c'est la conviction, et on conclura d'ailleurs sur ce point, que ce travail de destruction théorique du concept d'homme permet de libérer des solutions pratiques pour résoudre des problèmes de justice qui concernent directement les êtres humains. C'est ce qu'on verra quand j'en aurai fini avec les mots et les choses. Donc voilà pour cette première querelle de l'humanisme qui se fait dans les années 60 à peu près. Alors, simplement, pas accorder trop de temps à ça parce que c'est un peu anecdotique, mais quand même. Dans les années 80, il y a une sorte de retour de cette querelle autour précisément de l'ouvrage de Ferry et Renaud, La pensée 68. Et c'est assez important parce qu'on assiste dans les années 80 à une sorte de mouvement de réaction, de relecture de mai 68 comme étant un phénomène essentiellement négatif, et de relecture de la grande philosophie française des années 60 comme étant un mouvement intellectuel dangereux. On assiste vraiment à une réaction et un retour d'ailleurs de la philosophie morale et de la philosophie politique dans un sens assez traditionnel, voire un peu réactionnaire dans ces années-là. Et on voit Lévi-Strauss, Foucault, Derrida, Bourdieu vont se trouver, ils n'avaient rien demandé, pris à partie de façon extrêmement agressive,
avec un argument qui est assez curieux, mais il faudrait qu'on comprenne. Ce sont des philosophes anti-humanistes. Ces philosophes anti-humanistes sont les maîtres penseurs de mai 68. Donc, mai 68 est une révolte anti-humaniste, et c'est pour ça qu'elle a échoué, et qu'elle a fait le lit du libéralisme et du néolibéralisme triomphant des années 80. Donc ça fait quand même beaucoup d'arguments qui s'enchaînent, hein. Et une argumentation qui est, bon, vous le sentez peut-être simplement en m'écoutant, totalement sophistique, hein. On est là dans une argumentation qui est à tous les niveaux fausse, hein. Mais il faut quand même regarder comment ça a pu fonctionner. L'idée de Ferry et Renaud est vraiment de dire, au fond, on avait en quelque sorte une pensée française qui n'était pas du tout anti-humaniste et qui aurait pu donner un certain nombre de fruits. On a ces penseurs qui, en étant anti-humanistes, en étant contre des valeurs collectives, vont développer l'individualisme forcené du néolibéralisme thatchérien. Donc pour faire de quelqu'un comme Foucault-Lévi-Strauss la source du néolibéralisme des années 80, il y a beaucoup d'étapes qu'on traverse un peu rapidement. Et alors le livre est intéressant, hein, tout de même, parce qu'il y a une vraie lecture des textes, mais il y a à chaque fois un biais dans chacun des présupposés. Premier présupposé, la philosophie française est anti-humaniste. Alors déjà, ça n'est pas vrai que la philosophie française des années 60 est anti-humaniste. Foucault, oui, mais Foucault, alors il est philosophe aujourd'hui, on ne doute pas trop, mais lui-même ne se revendiquait pas très, très ouvertement de la philosophie. Lévi-Strauss est anti-humaniste, théoriquement, c'est certain, mais il n'est pas du tout philosophe, et surtout, il ne veut pas qu'on le qualifie de philosophe. Barthes est anti-humaniste, mais il n'est pas philosophe. Lacan est anti-humaniste, mais il n'est pas philosophe non plus. Donc toute la grande pensée des années 60 n'est pas une pensée philosophique, même si ça a de l'importance pour la philosophie, alors que ceux qui se présentent ouvertement comme des philosophes dans les années 50 et les années 60, à savoir Sartre et puis Merleau-Ponty, eux peuvent assez bien accepter l'étiquette d'humaniste. Donc les philosophes les plus directement philosophes des années 60 sont humanistes. Donc il y a déjà une chose, bon, un point de vue un peu étrange sur cette époque-là. Deuxième présupposé, la philosophie française est la cause de mai 68. Bon, ça, je ne suis pas historien, mais c'est assez rare qu'une philosophie soit la cause de quoi que ce soit. Et mai 68 a évidemment toutes sortes de causes, en partie idéologiques ou intellectuelles sans doute, mais bon, vous savez bien que c'est pour le moins réducteur. Et la conclusion du syllogisme, hein, la philosophie française anti-humaniste, la philosophie française est la cause de mai 68, le résultat, donc, mai 68 est anti-humaniste. Ce qui est assez curieux tout de même, hein, comme affirmation. Et on arrive à toute une série de conclusions. Si ça vous intéresse, je vous recommande vraiment un ouvrage captivant. Votre libraire préféré doit peut-être le connaître ou pouvoir l'obtenir, de Serge Audier, qui s'appelle « La pensée anti-68 » et qui fait une sorte de panorama intellectuel de toutes les relectures de mai 68 qui ont tenté de montrer que c'était une erreur ou une catastrophe ou bref, qu'il n'aurait pas fallu faire un mai 68. C'est tout à fait intéressant. Et Luc Ferry et Alain Renaud sont évidemment des cibles privilégiées dans cet ouvrage, puisque leur texte contient un très très grand nombre d'erreurs. Donc on en arrive à toute une série de conclusions un peu étranges posées par Ferry et Renaud. Mai 68 serait une révolution contre l'homme, au profit du collectivisme de la structure. Bon, ok, pourquoi pas. Mais ça serait aussi une révolution individualiste. Donc, à la fois une révolution collectiviste et une révolution individualiste. Individualiste, parce que inspiré de tous ces philosophes qui sont contre des valeurs humaines, donc collectives, mais aussi collectiviste, parce que inspiré par des philosophes qui sont structuralistes, donc un peu contre l'individu. Si vous ne comprenez pas ce que je dis, c'est normal, parce que ce n'est pas logique. Hein. Donc, on arrive à une sorte de bouillie qui consiste à dire que, bon, c'est une catastrophe, et qu'il n'aurait pas fallu en passer par là. Donc, c'est embêtant parce que ça a complètement faussé le débat, hein, et on en arrive à penser que ces philosophes sont anti-humanistes et qu'ils sont plus la source de tous les maux d'aujourd'hui. Et alors après, vous voyez comment on y va. Hein. Vous vous souvenez peut-être du discours de Sarkozy
contre mai 68, et on en vient à considérer que Foucault ou Lévi-Strauss sont la source des ordres contemporains, des jeunes qui sont plus du tout ce qu'ils ont pu être, etc., etc. Bon, on en arrive à dire beaucoup de bêtises. Et tout ça pour dire d'ailleurs, pour en conclure, que mai 68, s'il y a un rapport entre mai 68 et la philosophie, c'est possible, mais c'est certainement pas cette philosophie-là, qui n'a pas grand-chose à dire de mai 68, Foucault n'était pas là en mai 68, Lévi-Strauss a regardé ça d'un œil un peu inquiet, Derrida, il en a à peu près rien dit. Ces philosophes des années 60 n'ont pas participé à mai 68, sauf peut-être Althusser, parce que bon, lui, il était directement partie prenante dans le Parti communiste, etc. Mais pour la plupart, ils n'en ont pas dit grand-chose. Le vrai philosophe de mai 68, c'est Sartre, au fond. Mais Sartre, dans les années 60, c'est une philosophie qui est en bout de course. C'est une philosophie qui est déjà une philosophie du passé, et qu'on lit, mais voilà, comme on lit un auteur sympathique, mais qui, scientifiquement, ne tient pas la route. Alors après, je ne sais pas si ce jugement est légitime, mais à l'époque, c'est celui qu'on avait sur Sartre, et peut-être même sur la philosophie en général. Hein. Tous ces penseurs sont très marginaux par rapport à la philosophie telle qu'elle se fait de façon traditionnelle. Voilà où on en est. Alors j'en viens un peu plus, c'est mon deuxième temps, un peu plus directement à la situation conceptuelle de cette critique de l'humanisme. La critique de l'humanisme prend place au sein du projet structuraliste qui va apparaître à la fin des années 40 et au début des années 50. Alors simplement, pour rappeler très très brièvement les choses, hein, parce que on n'en parle plus beaucoup, hein, du structuralisme, voire plus du tout, et on a entendu parler de la chose, mais on ne sait pas trop à quoi ça correspond. Pour le dire très simplement, le structuralisme est un mouvement qui va toucher tous les domaines des sciences sociales et qui provient de la linguistique. Et c'est peut-être par là qu'il est le plus simple de le comprendre. Vous parlez tous ici en français, votre pensée est déterminée par la structure et la syntaxe du français, vous n'êtes pas maître de votre façon de penser puisque vous parlez en français. Qui a inventé le français? Personne. On a donc la totalité de notre pensée qui est structurée par quelque chose qu'on ne choisit pas et que personne n'a inventé. C'est exactement la définition de la structure. La structure est ce qui organise notre pensée, mais aussi notre pratique, et c'est quelque chose que l'on peut connaître après coup, comme on peut évidemment connaître la grammaire, mais dans lequel on se plie, on se fond, dès la première phrase que l'on a émise dans notre vie, qui organise quand même quelque chose de massif dans notre existence, c'est-à-dire notre vie intérieure, hein, alors même que nous n'en sommes pas responsables et que personne n'en est responsable. C'est ça qui est intéressant. Hein. Il ne s'agit pas du tout d'une sorte d'idéologie qui serait le produit d'une classe dominante ou je ne sais quoi d'autre. Hein. La grammaire n'est pas une idéologie, hein. C'est un système de fonctionnement. Et l'idée structuraliste, c'est de dire, mais est-ce qu'on n'a pas cette chose-là qui existe dans d'autres domaines? Est-ce que notre inconscient n'est pas structuré un peu comme un langage? C'est ce que va dire Lacan. Est-ce que les rapports sociaux ne s'organisent pas de la même façon? C'est ce que va dire Lévi-Strauss. Est-ce qu'il n'y a pas dans l'histoire des moments où une structure va organiser le savoir, le pouvoir, la pensée? C'est ce que Foucault va appeler une formation discursive, ou un épistémé, dans les mots et les choses. Donc, au fond, le structuralisme est une théorie qui conteste la liberté, ou en tout cas, qui conteste le pouvoir d'un sujet conscient de déterminer ce qu'il pense et ce qu'il fait. Bon, vous voyez qu'on a là quelque chose de pas tellement nouveau en philosophie. Hein. C'est à la fois nietzschéen, c'est un peu heideggerien, c'est spinoziste. Hein. Vous avez rencontré ces penseurs, si vous êtes fidèle à ces rencontres de la librairie, et tous vont en substance dire la même chose. Hein. Donc c'est pas très nouveau, mais ce qui est nouveau, c'est qu'on va chercher dans la linguistique, de Saussure d'abord, puis de
Jacobson, essentiellement, des moyens techniques et scientifiques pour organiser tout cela. Donc vous voyez que les concepts, les grands concepts de la philosophie, le sujet, la conscience, la liberté, la volonté, l'homme, eh bien tout ça, bon, est-ce que ce ne serait pas un petit effet de surface, une petite écume que l'homme voudrait bien voir se déployer, mais au fond, dans les grandes lignes, les jeux sont faits. Et qu'on n'y est pas pour grand-chose dans cette affaire. Donc, ce n'est pas une philosophie de la liberté, hein, incontestablement. Hein, mais c'est une philosophie qui va... Et ce n'est pas une philosophie, justement, c'est un mouvement qui va tenter de faire œuvre de science en comprenant, de façon très générale, les structures organisant la pensée et la vie humaine. Et c'est dans ce mouvement-là, qui scientifiquement va être extrêmement porteur, hein, puisque ça va donner lieu à un développement considérable dans la linguistique, dans l'analyse littéraire. Évidemment, le regard que Barthes va fournir sur les œuvres est totalement novateur et extrêmement fécond, hein, du point de vue de la compréhension de la littérature. Et ça va donner lieu à des choses très étonnantes, hein, en psychanalyse, en histoire de la philosophie pour Michel Foucault, et donc en anthropologie pour Lévi-Strauss. Et je voudrais qu'on regarde un peu ce texte, parce que c'est une sorte de morceau de bravoure. C'est le texte le plus anti-humaniste qu'on puisse trouver. Là, vous avez le texte que vous avez dans La pensée sauvage. C'est celui qui trouve à page 824-825. Alors, que dit ce texte très étonnant. On est en 1962. Sartre vient de publier un texte qui s'appelle La critique de la raison dialectique, dans lequel, tout en maintenant sa théorie générale de la liberté, de la responsabilité, enfin, ce que vous imaginez être l'existentialisme, hein, c'est dans ce texte hein, qu'il considère que Marx est l'horizon indépassable de la philosophie et qui tente une sorte de synthèse très délicate, hein, parce que c'est quand même assez différent, entre sa théorie de la liberté et le marxisme, qui n'est pas franchement une théorie de la liberté, hein, au départ en tout cas. Donc il tente une synthèse, et Lévi-Strauss, évidemment, regarde ça d'un œil un peu dubitatif, comme quelque chose de pas très sérieux scientifiquement. Et Sartre lui dit, c'est juste avant la page qu'on va parcourir ensemble, Sartre lui dit, Lévi-Strauss est un matérialiste transcendantal et un esthète. Alors, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? Matérialiste transcendantal, le transcendantal, c'est une référence à Kant. Hein. Matérialiste transcendantal, si vous voulez, Lévi-Strauss dirait que l'ensemble des conditions de possibilité, c'est ça qu'on appelle le transcendantal, hein, l'ensemble des conditions de possibilité qui permettent de comprendre l'homme et sa pensée sont matérielles. Donc, on aurait, chez Lévi-Strauss, l'idée que pour comprendre l'homme, il ne faut pas faire très différemment d'ailleurs que pour comprendre n'importe quoi, on va étudier les structures matérielles, chimiques, physiques, naturelles, donc, qui organisent la vie humaine. Et, dit Sartre, c'est un esthète parce qu'il regarde les sociétés humaines de haut ou de loin, comme s'il regardait des sociétés de fourmis, en les observant d'un œil dubitatif, justement, en regardant, tiens, comment s'agitent ces hommes qui sont semblables à des fourmis. Et Lévi-Strauss dit, ok, ça me va. Matérialiste transcendantal, oui. Esthète, oui. Avec cet argument qui est très courageux, hein, outre que cette attitude, c'est juste avant la page que vous avez, je ne vais pas vous faire une photocopie pour une ligne, outre que cette attitude nous paraît être celle de tout homme de science, donc regarder son objet comme une fourmilière, du moment qu'il est agnostique, elle n'est guère compromettante, car les fourmis, avec leurs champignonnaires artificiels, leur vie sociale et leurs messages chimiques, offrent déjà une résistance suffisamment coriace aux entreprises de la raison analytique. Donc il le prend au mot, les fourmis, très bien, hein, c'est déjà comme, tout de même des êtres très élaborés, c'est déjà assez compliqué d'analyser des sociétés de fourmis. Et donc, nous acceptons donc le qualificatif d'esthète, pour autant que nous croyons, ça a fait slogan en 1962, que le but dernier des sciences humaines n'est pas
de constituer l'homme et de le dissoudre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire dissoudre l'homme? Constituer l'homme, ça c'est précisément ce qu'on appelle l'humanisme. Constituer l'homme, c'est marquer la singularité humaine et la centralité humaine. Centralité de l'homme par rapport à la nature, centralité de l'homme par rapport aux animaux, exceptionnalité de l'homme par rapport à tout le reste. Donc toute philosophie qui constitue l'homme va charger la barque en quelque sorte, hein, et mettre dans la nature humaine, cette supposée nature humaine, toutes sortes de choses qui nous valorisent. Voilà ce qu'est l'humanisme. Et il dit, non, dissoudre l'homme. Pas le détruire, le dissoudre. C'est-à-dire l'analyser au sens chimique du terme. De quoi est-il constitué? Qu'est-ce qui le fait tel qu'il est? Et donc, dans ce sens-là, il n'y a aucune raison d'analyser les sociétés humaines d'une autre façon que la façon dont on analyse les sociétés de fourmis. Nous sommes des êtres qui nous agitons plus ou moins intelligemment et regardons comment ça marche. Si on suppose d'emblée qu'il y a une nature humaine, donc si on a une position humaniste théorique, il y a une liberté, qu'il y a une contingence absolue de l'action humaine, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on dit, l'être humain, on ne peut pas l'analyser scientifiquement puisqu'il est imprévisible, il est libre, il est hors champ pour la science. Ce n'est pas une attitude scientifique. Un anthropologue, Lévi-Strauss, quand il va chez les Bororo ou les Kaduveo, en Amazonie, il est évidemment extrêmement sympathique avec eux, puisqu'il est humaniste pratique, mais il a son carnet de notes, il regarde comment ça fonctionne. Hein. Et c'est tout. Et après tout, est-ce qu'un ethnologue ne doit pas faire ça de façon systématique? Et c'est ce qu'il dit, hein, la valeur éminente de l'ethnologie est de correspondre à la première étape, et c'est là qu'on commence à tiquer, d'une démarche qui en comporte d'autres. Bon. Par-delà la diversité empirique des sociétés humaines, l'analyse ethnographique veut atteindre des invariants, dont le présent travail montre qu'ils se situent parfois au point les plus imprévus. Comme tout scientifique, on cherche des constantes. Un physicien fait ça, après tout, quand il observe des phénomènes naturels. On fait la même chose. Citation de Rousseau, je ne sais pas combien de fois Lévi-Strauss cite cette phrase de Rousseau, elle est partout, hein, mais évidemment, elle est magnifique aussi. Hein. C'est dans l'essai sur l'origine des langues. Quand on veut étudier les hommes, il faut regarder près de soi, mais pour étudier l'homme, il faut apprendre à porter sa vue au loin. Les hommes, ce sont non contemporains, donc regardons notre entourage, mais l'homme, ce qu'il est vraiment l'homme. Si on se regarde soi-même, on voit des hommes, historiquement, culturellement déterminés. Mais l'homme, les invariants qui constituent l'homme, mais il faut aller le plus loin possible, puisque le plus loin possible, si on tombe sur quelque chose que l'on retrouve en nous, eh bien, ça sera de l'universel. Ce n'est pas en approfondissant mon regard sur moi-même que je vais tomber sur de l'universel. Il faut partir et aller voir au loin si je ne trouve pas, par exemple, une structure de parenté qui correspondrait à peu près à celle dans laquelle je vis. Et en faisant cet effort d'aller au loin de façon tout à fait systématique, eh bien, je vais aboutir à des invariants. Voilà ce que dit Lévi-Strauss, qui, encore une fois, dit rien d'original, hein, c'est la méthode des sciences de la nature depuis toujours. Mais évidemment, ce qui nous dérange, nous, c'est d'employer quelque chose comme les sciences de la nature. Tout l'humanisme qui était fondé sur cette conscience qu'a l'homme de son exceptionnalité, qui était fondé aussi sur le mythe de l'intériorité. C'est très intéressant, ma vie intérieure. Bon, depuis Descartes, on s'intéresse quand même beaucoup à la vie intérieure. Et toute la phénoménologie de Husserl va dans le même sens. Regardons au fond de moi, regardons l'expérience de ma conscience. Et Lévi-Strauss dit, il y a quelque chose qui n'est pas du tout intéressant, c'est l'expérience de ma conscience. On ne trouve rien au fond de soi, si ce n'est notre petite personne, qui n'a pas d'intérêt scientifique, qui ne nous apprend rien de ce qu'est un homme. Donc, neutralisons cette intériorité, la proximité, allons voir au loin, et pratiquement pour un ethnologue, puisqu'il va le plus loin possible dans les sociétés qui sont les plus éloignées qu'on puisse imaginer. Et Lévi-Strauss enfonce le clou, ce ne serait pas assez d'avoir résorbé des humanités particulières dans une humanité générale, ce qui serait encore humaniste d'une certaine manière. Hein. Je vais trouver une nature humaine en rassemblant les invariants que je vais dégager par l'enquête ethnographique. Et il dit, cette première entreprise en amorce d'autres que Rousseau n'aurait pas aussi volontiers admises, c'est le moins qu'on puisse dire, et qui incombe aux sciences exactes et naturelles, réintégrer la culture dans la nature. Donc, ça veut dire que la culture, les cultures humaines sont
une forme spécifique de nature, et pas du tout en rupture avec la nature, et réintégrer la vie dans l'ensemble de ses conditions physico-chimiques. Donc on a un matérialisme absolu. C'est ici un positivisme, matérialisme absolu. L'homme, c'est un animal que l'on peut comprendre par la physique et la chimie. La culture n'est qu'une version sophistiquée d'un certain nombre de phénomènes naturels et rien d'autre. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas très important pour nous, hein. Mais vous voyez, après tout, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Lévi-Strauss, qui s'intéresse beaucoup à l'art, qui est un grand esthète, s'intéresse énormément à la culture. Mais pour le comprendre de façon scientifique, les cultures humaines, il faut dire bon, comment ça fonctionne, je décris, pourquoi ça fonctionne comme ça fonctionne, j'essaie d'expliquer. Tout le reste, c'est de la philosophie, et dans la bouche de Lévi-Strauss, c'est n'importe quoi. Donc ça ne sert à rien, c'est très sympathique, mais c'est vraiment se jouer de mots, ça n'est pas sérieux. Donc je voulais dire avec vous ce texte, parce que bon, il est très beau, hein, ne serait-ce que dans la forme, hein, et il nous donne une idée très précise de l'intention de cet anti-humanisme, qui, vous le voyez, n'a rien de politique ou de moral, mais qui est strictement épistémologique. Alors, j'en viens à Foucault, qui va, au fond, faire la même chose, si vous voulez, d'un point de vue historique. Non pas dire « l'homme, ça n'existe pas, l'homme est une fourmi », mais dire « quand apparaît cette idée que l'homme serait un individu particulièrement remarquable, est-ce que les hommes ont toujours placé l'homme au centre de leur réflexion ? Est-ce que cette idée d'une nature humaine dotée de qualités particulières, ça a été une constante dans l'histoire humaine ? » Et il dit, ben pas du tout. Alors, vous avez tous eu, je pense, et moi y compris, un enseignement qui vous a dit, bon, l'humanisme, c'est la Renaissance, et puis cet humanisme va être, en quelque sorte, va aboutir à la liberté cartésienne qui va s'épanouir dans l'esprit des Lumières et qui va aboutir à la Révolution et au triomphe de la science ensuite. En gros, on vit un peu dans ce schéma d'un progrès qui partirait d'une première révolution qui serait humaniste et qui aboutirait aux Lumières, approximativement. Bon, après, ça se gâte un petit peu, mais il y aurait quand même un certain nombre de siècles presque bénis pour l'histoire des idées, où on va vers le mieux. Foucault, dès le début des mots et des choses, dit, bon, on va voir, regardons ce qu'il en est des textes. Hein. Regardons tous les textes qui parlent de l'homme. C'est pas parce qu'un texte parle de l'homme qu'il y a de l'humanisme. Hein. Pour qu'il y ait humanisme, il faut qu'on place au cœur de tout le système du savoir cette figure de l'homme. Et il le fait en 3 temps. Dans un premier temps, il regarde ce qu'il en est à la Renaissance. Et il nous montre, c'est très très intéressant historiquement, qu'au fond, la Renaissance reste très largement théocentrée. Il certes parle de l'homme, mais l'homme n'est jamais le personnage central. On en parle, on s'y intéresse, mais l'univers reste théocentré, reste basé sur des systèmes d'analogie, une organisation du cosmos très très complexe, mais où il n'y a pas tellement de personnage central. Et il le montre dans les textes, je ne veux pas insister, parce que ça serait un autre sujet. Vient ensuite l'époque classique où le personnage central, ça va être le sujet, justement, pas l'homme, le sujet. Le sujet au sens de Descartes, c'est-à-dire une conscience qui accueille en elle des représentations du monde. Tout le XVIIe siècle et le XVIIIe siècle, le savoir de cette période classique est structuré autour d'une sorte de tableau. C'est quelque chose qu'on trouve très nettement chez Descartes. Les idées sont comme des petits tableaux qui représentent le monde en moi. Eh bien, si je mets toutes ces idées en moi, je les trie, je les organise, j'aurai une sorte de tableau des tableaux. Je ne sais pas si mon expression est claire, hein, une sorte de schéma spatialisé de l'ordre du monde pensé à partir de moi. Si j'espère que ça vous donnera envie de lire le texte des mots et des choses, ça donne lieu au tout début, parce qu'il y a un morceau de bravoure qui est une interprétation des Ménines de Velázquez, un texte assez connu, qui vise à montrer que dans les Ménines de Velázquez, on a une sorte de peinture de l'esprit cartésien, avec ce que tout le monde regarde, qui est le roi, qui n'est pas dans le tableau, si ce n'est dans un petit miroir qui est au fond du tableau. C'est assez astucieux, hein, le dispositif.
ce qui organise l'espace n'est pas dedans, si ce n'est sous la forme réflexive du miroir. Et la forme réflexive, la réflexion, c'est la conscience. Donc le sujet cartésien, il est là. Et ce n'est pas un homme, hein, pas du tout. Descartes le dit très bien. Qui suis-je, moi qui pense? Suis-je donc un homme? Mais non, j'ai nié n'avoir aucun corps. Donc si j'ai pas de corps, je ne suis pas un homme. Mais c'est-à-dire que je ne suis rien? Non, 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 je ne suis pas un homme, mais je suis une âme. Je suis une âme, moi, une chose qui pense. Donc je suis une pensée, mais pas du tout un homme. Alors Descartes s'intéresse à l'homme aussi, hein, dans le traité des passions, etc. Mais ce qui est le centre de gravité du savoir, ce n'est pas l'homme, c'est la conscience. Et cette façon de faire va durer tout au long du XVIIe et du XVIIIe siècle. On va avoir toute une série de disciplines qui vont apparaître et qui vont se trouver assez brutalement réorganisées autour d'un nouveau concept qui va prendre la place du roi, dit Foucault, c'est-à-dire la place qui est occupée ici par le roi que peint non pas Velázquez, mais que peint le peintre qui est peint par Velázquez, c'est-à-dire probablement lui-même, hein, mais bon. La place du roi va être occupée par un nouveau personnage. Ce personnage, c'est l'homme. Et autant Descartes était le créateur du personnage du sujet, autant ce nouveau personnage qui va apparaître est contemporain et peut-être l'effet de la grande philosophie du XVIIIe siècle, de la fin du XVIIIe siècle, à savoir Kant. Ce qui n'est pas faux, puisque Kant dit bien, au fond, la question de la philosophie, c'est qu'est-ce que l'homme? Et Kant dit bien, l'homme est cet être qui est un peu comme le roi ici, dedans-dehors, qui est un phénomène, qu'on peut donc étudier, mais qui a une forme de surplomb par rapport au phénomène, qui lui permet de s'étudier lui-même comme phénomène. Je ne sais pas si je suis clair. Techniquement, c'est ce qu'on appelle la distinction entre phénomène et noumène chez Kant, et ce qu'il appelle ici, d'un nom un peu barbare, de doublet empirico-transcendantal. Enfin, bon, bref, un doublet empirico-transcendantal, si vous voulez, empirico, donc expérimental, je suis un être comme n'importe quoi, je fais partie de la nature, donc on peut m'étudier, mais en même temps, je suis en surplomb, c'est ce qu'on appelle le sujet transcendantal chez Kant, hein, c'est-à-dire que je suis capable de m'étudier moi-même comme phénomène. Invention des sciences humaines. Les sciences humaines, avant Foucault, on ne s'est jamais vraiment posé la question pourquoi diable les sciences humaines sont-elles apparues si tard? Parce que ça devait être quand même le premier des sujets qui intéressait l'homme. L'homme n'a jamais fait de sciences humaines avant le tout début du XIXe siècle. Pourquoi? Eh bien parce que l'homme n'existait pas. Parce que on ne pouvait pas imaginer que c'était le personnage le plus important. C'était Dieu, c'était le sujet, mais pas l'homme. Et il a fallu que Kant découvre ce qu'on appelle la finitude, c'est-à-dire la constitution humaine, la condition humaine qui est dedans-dehors à la fois, pour qu'on se dise, ah ben cet homme, on va pouvoir l'étudier. Et tout l'essor des sciences humaines apparaît à partir de la fin du XIXe siècle. Alors, je vois que l'heure tourne, hein, j'arrive à la fin. Bon, période de grâce, temps de gloire des sciences humaines, jusqu'au moment où on est en train de basculer dans un nouveau paradigme. Et ce paradigme, c'est le paradigme du langage. C'est-à-dire qu'à partir des années 50, et c'est l'effet du structuralisme, hein, on va se rendre compte petit à petit que ce qui organise au fond et la pensée et la vie, ce n'est pas un homme tout-puissant doté d'une liberté de surplomb, justement, ce qui est très clair chez Kant, mais ce sont précisément des structures qui s'apparentent à une forme de langue. Tout se passe comme si nous vivions dans une grammaire généralisée, qui organise notre pensée, qui organise notre action. Bref, tous ces penseurs vont se rendre compte que, au fond, est-ce bien nécessaire d'avoir cet homme? Est-ce qu'il sert à quelque chose dans la compréhension de ce qui nous fait penser comme nous pensons et vivre comme nous vivons? Eh bien non, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien épistémologiquement. Et il n'y a pas besoin que quelqu'un décide, hein, de la même façon que Kant n'a pas décidé d'inventer l'homme et puis qu'on n'a pas décidé de s'en débarrasser. Ça s'est passé comme ça, et on arrive donc à la fin du texte, à un moment où Foucault constate
Je vous cite juste un petit texte avant. C'est extrêmement riche, hein, la fin du texte, enfin, vraiment, c'est très enthousiasmant, hein, si les sciences humaines vous intéressent et si toutes ces histoires vous intéressent, c'est écrit dans une langue magnifique, c'est parfaitement clair, il n'y a pas de jargon, hein. C'est érudit, mais c'est parfaitement clair et écrit dans une très belle langue, et il dit, bon ben voilà, on est à une époque nouvelle, il y a ce langage qui semble tout structurer l'ensemble de ce que nous sommes et ce que nous pensons. Il y a beaucoup de références à Nietzsche et à Mallarmé, d'ailleurs. Hein. Tout se passe comme si nous vivions dans une époque où le texte, hein, Mallarmé mettait une majuscule à texte, hein, le texte et le livre hein, devient le lieu où nous vivons. Et donc, dans cet univers-là, peut-être qu'il faut renoncer à penser l'homme. Et on en arrive à cette page magnifique, hein, dans le style. L'homme n'est pas le plus vieux problème ni le plus constant qui se soit posé au savoir humain. Il fait un résumé de son œuvre, hein, en prenant une chronologie relativement courte et un découpage géographique restreint de la culture européenne depuis le XVIe, on peut être sûr que l'homme y est une invention récente. Ce n'est pas autour de lui et de ses secrets que longtemps obscurément le savoir a rôdé. En fait, parmi toutes les mutations qui ont affecté le savoir des choses et de leur ordre, le savoir des identités, des différences, des caractères, des équivalences, des mots, bref, au milieu de tous les épisodes de cette profonde histoire du même, un seul, celui qui a commencé il y a un siècle et demi et qui peut-être en train de se clore, a laissé apparaître la figure de l'homme. Et ce n'était point là, il reprend le faux roman du progrès, hein, la libération d'une vieille inquiétude, passage à la conscience lumineuse d'un souci millénaire, accès à l'objectivité de ce qui longtemps était resté pris dans des croyances ou dans des philosophies, c'était l'effet d'un changement dans les dispositions fondamentales du savoir. Changement dont personne n'est responsable et qui se fait, comme s'est fait la grammaire française. L'homme est une invention dont l'archéologie de notre pensée montre aisément la date récente, et peut-être la fin prochaine, si il se trouve que le savoir et la pensée s'organisent différemment, ce qui semble se profiler dans les années 60. Et évidemment, ce texte est parfaitement contemporain du texte dans lequel Roland Barthes dit exactement la même chose à propos de l'auteur. L'auteur, ça ne sert à rien pour comprendre un texte littéraire. Regardons le texte, comment ça fonctionne. C'est exactement la même chose. L'homme, ça ne sert à rien. Regardons l'histoire, les choses, la réalité sociale. Voyons comment ça fonctionne. Pas besoin d'inventer un personnage fantaisiste qui viendrait tirer les ficelles. Hein. Il n'existe tout simplement pas. Si ces dispositions venaient à disparaître comme elles sont apparues, si par quelque événement dont nous pouvons tout au plus pressentir la possibilité, mais dont nous ne connaissons pour l'instant encore ni la forme ni la promesse, et elles basculaient comme le fit au tournant du XVIIIe siècle le sol de la pensée classique, alors on peut bien parier que l'homme s'effacerait comme à la limite de la mer un visage de sable. Il n'a pas l'air particulièrement attristé, parce que précisément, théoriquement, il y a quelque chose qui devient possible, et peut-être un renouveau. Il donne quelques pistes hein, d'un style de philosophie qui sera avant tout peut-être une analyse du langage, un style de littérature aussi, une littérature vouée au langage, c'est-à-dire une littérature sans auteur et sans sujet, si vous voulez, une littérature de mots. Et évidemment, il pense à la littérature qui lui est contemporaine, c'est-à-dire au nouveau roman, très essentiellement. Et j'en viens, et je conclue là-dessus, c'est par là que l'on peut aller vers une compréhension de l'action politique et de l'action morale totalement différente. Action morale ou réflexion morale, ce que Foucault va entreprendre dans les années suivantes, à travers, un peu plus tard, il va s'y mettre, à travers une histoire de la subjectivité, ce qui va se faire par une lecture des Grecs et de l'histoire, ce qui a donné lieu aux 4 tomes à présent de l'histoire de la sexualité, réfléchir à la manière dont les individus se constituent comme sujets d'eux-mêmes, arrivent à avoir le souci d'eux-mêmes, donc une réflexion à la fois esthético-éthique sur la façon et la bonne façon de vivre sa vie. Pas besoin d'homme pour réfléchir à la façon de réussir sa vie, hein. C'est quelque chose qui n'a rien à voir avec l'humanisme. Et du côté politique, en disant, non, la politique, c'est des interventions ponctuelles, dans des lieux ponctuels. L'intellectuel, c'est pas quelqu'un qui va vous parler de l'homme en mettant des majuscules partout,
c'est un intellectuel spécifique qui va intervenir là où il peut pour faire bouger les choses là où elles peuvent. Foucault n'est pas un révolutionnaire, hein, il ne croit pas au grand soir, il ne croit pas à l'homme, il ne croit pas à la révolution, il dit, ben, par contre, on peut agir de temps en temps. Et il le dit dans un texte que je cite pour terminer, il dit ceci. L'expérience des 50 dernières années prouve combien ce thème humaniste non seulement n'a aucune fécondité, mais se trouve être nocif, néfaste, puisqu'il a permis les opérations politiques les plus diverses et les plus dangereuses. En réalité, les problèmes qui se posent à ceux qui font de la politique sont des problèmes qui consistent. Alors la liste est très limitative, mais je pense qu'il fait exprès d'aller vers de la micropolitique. Consiste à savoir s'il faut laisser augmenter l'indice de la croissance démographique, s'il vaut mieux encourager l'industrie lourde ou l'industrie légère, si la consommation, l'augmentation de la consommation peuvent présenter dans une conjoncture donnée des avantages économiques ou non. Voilà les problèmes politiques, et sur ce plan, nous ne rencontrons jamais des hommes. C'est absolument clair, et vous voyez que ça laisse la possibilité complète à un humanisme concret de se déployer. Lévi-Strauss dit au même moment des choses tout à fait similaires, avec une connotation écologique qui me paraît vraiment très intéressante, au sens où on peut, c'est probable qu'on puisse accuser pour partie l'humanisme classique d'être la source d'une pensée anthropocentrée, dont l'exploitation de la nature est l'un des aspects, hein, ça n'est pas absurde, et Lévi-Strauss, dans les mêmes années, hein, dit ceci, et cette fois c'est la vraie citation de conclusion, en cherchant son inspiration au sein des sociétés les plus humbles et les plus méprisées, l'anthropologie proclame que rien d'humain ne saurait être étranger à l'homme, et fonde ainsi un humanisme démocratique qui s'oppose à ceux qui le précédèrent, qui s'oppose, hein, donc l'humanisme de la Renaissance, dont il parle lui, et l'humanisme classique, dont parle plutôt Foucault. Créé pour des privilégiés à partir de civilisations privilégiées, et en mobilisant des méthodes et des techniques empruntées à toutes les sciences pour les faire servir à la connaissance de l'homme, elle appelle, l'anthropologie toujours, à la réconciliation de l'homme et de la nature dans un humanisme généralisé. Donc l'humanisme généralisé, la conséquence concrète de l'anti-humanisme théorique. Voilà, je m'arrête là. Merci beaucoup. Bravo.